Voilà, donc nous passons pour ce dernier cours à un auteur moins connu que Jean Bodel, mais d'abord, comme nous n'avions naturellement pas tout à fait fini, je rappelle où nous en étions. Jean Bodel est à la fois un très grand poète, un poète à l'œuvre variée, un poète représentatif des formes littéraires et des formes poétiques et de la vie littéraire de son temps dans le plus grand centre littéraire de France du Nord, qui est Arras, un poète, enfin, qui se nomme lui-même dans 3 de ses œuvres, et dont l'une, Les Congés, est un poème particulièrement intime, une sorte de confession dans les circonstances dramatiques de cette découverte de la lèpre, qu'il est lépreux. Et précisément dans ce poème, particulièrement intime, qui est tout entier un poème du jeu, son nom n'apparaît qu'une fois dans le courant du poème et par le hasard d'une formule toute faite, salut de la part de Jean Bodel. D'autre part, son fabliau, Le souhait d'Évite, met une double distance entre l'histoire et le poète tel qu'il se nomme. Le jeu qui a entendu conter l'histoire à Douai peut être l'auteur du fabliau ou le jongleur qui l'a entendu et qui le répète. Jeu en Baudios, rimeur de fabliaux, qui a eu vent de l'histoire et l'a mise parmi les siens, parmi ses fabliaux, restreint sa fonction à celle du rimeur et précise qu'il s'est contenté de s'approprier l'histoire. Enfin, et c'est là que nous en étions, l'entrée en matière de la chanson des scènes, de la chanson de geste sur les rapports de Charlemagne et des Saxons, consiste de façon très traditionnelle en un éloge de la chanson et de son jongleur-interprète qui fait sa propre réclame pour attirer les auditeurs. Elle est seulement mieux construite que beaucoup d'autres. La première laisse vante le type de sujet choisi, la matière de France. Le deuxième vante la qualité poétique de la chanson, en annonce le registre, en précis résume le début. La troisième laisse remonte aux origines dynastiques et historiques du récit et le commence vraiment. Donc le poème traite de la matière de France parce que c'est la matière la plus véridique, dit-il. Les prologues des romans et des chansons de geste revendiquent tous la vérité d'une œuvre de qualité puisée à une source fiable. C'est un topos. Mais Jean Bodel a l'habileté de décomposer cette revendication en deux. D'abord, la matière de France est en soi et de façon générale plus vraie que les autres, en même temps qu'elle est plus glorieuse, c'est la plus glorieuse. Ensuite, l'histoire particulière dont il traite, il la raconte bien et avec exactitude. Sur le premier point, gloire de la matière de France, vérité de la matière de France, il s'engage en disant « je », mais sans se nommer. Sur le second point, il s'engage en se nommant, mais en parlant de lui à la troisième personne. Le jeu anonyme est un jeu général. Il peut s'appliquer au poète, qui parmi tous les sujets qui s'offrent à lui, choisit de traiter un sujet de la matière de France, parce que cette matière est vraie. Il peut s'appliquer au jongleur, qui parmi tous les poèmes susceptibles de constituer le répertoire d'un jongleur, préfère s'en tenir à ceux qui traitent de la matière de France. En revanche, le nom de Jean Bodel, Jean Baudios, ne peut s'appliquer qu'au poète qui est l'auteur, précise le vers 32 que nous avons vu, de la chanson rimée, précision dont nous avons vu l'importance. Et c'est à juste titre, oui, j'ai pas mis le plein écran, excusez-moi. Il faut donner aux mots leur sens plein pour comprendre que le vers 31 a raison d'attribuer à Jean Bodel de riches vers nouveaux. Jean Bodel est un poète assez habile pour avoir su composer une chanson rimée qui expose la vraie histoire, le droit compte, d'après la source conservée à Saint-Pharon de Meaux. Ce poète Jean Bodel se confond-il avec le jeu du vers 12, celui qui en tient pour la matière de France? Eh bien, disais-je, pas forcément.
parce que c'est ce jeu du vers 12 qui poursuit au début de la laisse 2 en opposant la belle chanson qu'il va chanter à des versions déformées au hasard, que chantent des bâtards jougléours, misérables, clochardisés. Cette belle chanson est celle qu'a composée Jean Bodel. Mais est-ce que lui-même, comme je disais, est Jean Bodel? Encore une fois, pas forcément. Il peut être un bon jongleur qui chante la belle chanson de Jean Bodel, tandis que les mauvais jongleurs chantent de Guy Teclin, c'est l'un des personnages principaux de la chanson, le roi de Saxe, mari de la belle Sibylle que Charlemagne finit par tuer, en chante n'importe comment, par Asséniaux, au hasard. Autrement dit, Jean Bodel se nomme pour revendiquer la paternité de la chanson. Jean Bodel, c'est le nom du poète, mais il laisse la possibilité de rapporter le jeu à un autre que lui, le jongleur qui interprétera la chanson, parce que c'est ainsi qu'on diffuse les chansons de geste par la voix des jongleurs. S'il se fait lui-même l'interprète de sa chanson, c'est à lui que renverra le jeu, qui ne sera alors autre que Jean Baudiot. Le texte ne l'exclut pas non plus, c'est une lecture tout aussi naturelle que l'autre, et même plus naturelle, d'après si on le rapporte à ce que nous avons vu dans le songe d'Évite, et cette répartition entre dire je quand on parle de soi sans énoncer son nom, dire il quand on se nomme. Et c'est ce que font tous. Chrétien de Troyes est familier du procédé, même les troubadours le font. Le romancier qui intervient, qui prend une distance vis-à-vis de ses personnages et intervient pour commenter l'action, dit toujours je. Moi, à sa place, je lui aurais sauté dessus, par exemple, dit Hugh Rotland, quand le héros a des hésitations pour savoir s'il doit se déclarer ou non. Mais quand il se nomme, c'est la troisième personne. Bon. Si nous revenons de là à la chanson de Roland, nous sommes bien tentés de conclure que Turold ne peut être que le poète. À la troisième personne, c'est le poète qui se nomme. Mais le cas de Bertrand de Bar-sur-Aube, que nous allons examiner pour finir, est plus complexe. Alors, bon, qui est Bertrand de Bar-sur-Aube? Ce n'est pas quelqu'un d'aussi connu que Jean Bodel, ça a supposé que Jean Bodel le soit, et il est encore bien moins. Gaston Paris, dans son Histoire poétique de Charlemagne, en 1865, et puis à sa suite, Louis de Maison, dans son édition de Emery de Narbonne, en 1887, puis Paul Meyer, qui est philologue très scrupuleux, ont considéré que ce Bertrand de Bar-sur-Aube est l'auteur non seulement de la chanson de geste de Girard de Vienne, où son nom apparaît, mais aussi de Emery de Narbonne, qui est dans certains manuscrits à la suite de Girard de Vienne. Le dernier éditeur de Girard de Vienne, en 1974, Wolfgang van Emden, estime que la chanson a pour auteur Bertrand de Bar-sur-Aube, mais que c'est la seule à l'avoir pour auteur. Emery de Narbonne est un autre poète. Et cette opinion a été confirmée par un article très minutieux de William Kibler dans Speculum de 1973. Et puis, dans la vieille idée où Bertrand de Bar-sur-Aube était l'auteur d'une collection de chansons, on lui attribuait aussi, c'est ce que fait Louis de Maison, une des rédactions d'une chanson qui s'appelle Bœuf de Anton ou Buève de Anston. Je ne reprends pas ici, c'est déjà ennuyeux ce que je dis, le débat sur le fond, c'est-à-dire que je laisse de côté les arguments fondés sur la cohérence ou les incohérences entre les œuvres, sur la similitude de certains passages dans l'une et dans l'autre, etc. Je ne prends en considération que la façon dont Bertrand de Bar-sur-Aube est nommé dans les différentes chansons, puisque c'est cette nomination qui nous intéresse. Non pas dans Emery de Narbonne, où son nom ne figure pas, mais dans Girard de Vienne, dans Buève de Anston, et fugitivement aussi dans Don de Nanteuil. Girard de Vienne, qui est une chanson qu'on peut dater de 1180 à peu près, le désigne explicitement comme l'auteur de la chanson.
les premières laisses, nous savons maintenant que ça se faisait, évoquent la geste de France, celle de Don de Mayence. Il y a plusieurs personnages qui s'appellent Don, c'est compliqué, mais enfin ça n'a pas une grande importance. Don de Mayence, qui est associé au lignage funeste de Ganelon, et celle de Garin de Monglane, à laquelle se rattache l'histoire de Gérard de Vienne. Ça, c'est le cycle de Guillaume d'Orange. Alors donc, les trois premières laisses sont comme ça, situent ensemble le sujet. Et la laisse 4 commence de façon absolument classique par flétrir les mauvais chanteurs qui content mal l'histoire de Gérard de Vienne avec des erreurs, tandis que le poète, je vais la conter de façon exacte et fiable, mais je dirais que bien le sait de fi. Mais moi, je vais la raconter car je la sais de façon fiable. Et cette laisse 4 poursuit en ces termes. Ce fut en mai qu'il fait chaud et ceris, que l'herbe est verte et les rosiers sont fleuris. Donc c'est au mois de mai, il fait chaud et doux, l'herbe est verte, les rosiers sont fleuris. À Bar-sur-Aube, un château puissant, un château seigneurial, Bertrand était assis dans un verger fleuri. Un Bertrand, un noble clerc qui a composé cette chanson. Un jeudi, en sortant de l'église, il a rencontré un pèlerin solide qui avait adoré et servi Saint-Jacques et qui était revenu par Saint-Pierre de Rome. Il lui a raconté ce qu'il savait de façon certaine, fiable, les aventures qu'il a entendues en revenant et les grandes souffrances qu'a supportées le monseigneur Girard avant d'avoir Vienne, avant de conquérir Vienne. Et puis on change de laisse, changement marqué, peut-être marqué par une initiale dans le manuscrit, mais qui est marqué formellement par le changement d'assonance. Et vous voyez que là, il y a un de ces raffinements qui fait qu'on garde la même coloration vocalique, mais on passe d'une assonance masculine à une assonance féminine. Ce fut à Pâques une fête jolie, je vais me tromper, ça devait être joli, une fête gaie, que le Seigneur Dieu a établie en terre, dont tout le monde se réjouit ce jour-là. Le vieux Garin, à la barbe fleurie, était à Monglane, sa forte cité bien défendue, avec sa femme qu'il ne détestait pas, qu'il ne haïssait pas. C'est gentil. Et alors, donc, vous voyez ici, enfin, ce n'est pas une remarque au hasard, vous voyez que ça a une importance pour la suite. Le redoublement du traditionnel début printanier. Ce début printanier est obligatoire dans la poésie lyrique et très fréquent même dans les chansons de geste. On le trouve dans La prise d'Orange, on le trouve dans beaucoup. On note, donc là, il est redoublé, il est une fois pour présenter le poète et une fois pour commencer l'histoire. La présentation du poète se faisant elle-même sous la forme d'un récit. Le poète Bertrand de Bar-sur-Aube est au printemps à Bar-sur-Aube et le vieux Garin de Monglane est au printemps à Monglane. Et le premier va raconter l'histoire du second. Mais ça commence par le récit de la façon dont il a entendu raconter l'histoire et comment il connaît l'histoire. Et on note aussi que sans le vers 101, un gentil clerc qui cette chanson fit, un noble clerc qui a composé cette chanson, le rôle de Bertrand de Bar-sur-Aube dans la composition de la chanson resterait ambigu. Entre le jeu du vers 89 qui ne lui est pas directement rapporté et le jeu de « mais je la dirai », moi qui la sais bien de façon fiable, et le gaillard pèlerin qui est la source de l'histoire et le garant de son authenticité. Et encore, est-ce que ce vers 101, un gentil clerc qui cette chanson fit, lève toute ambiguïté? Lorsque l'auteur se nomme à la troisième personne au début de son œuvre, il s'exprime généralement au présent ou au futur, annonçant
l'œuvre qu'il commence. C'est ce que fait Chrétien de Troyes, par exemple. Chrétien sème et fait semence d'un roman qu'il en commence. Chrétien de Troyes, après un conte d'aventure, et en fait une belle conjoncture, etc. Bon. Mais Bertrand est nommé comme celui qui, dans le passé, a composé cette chanson, qui cette chanson fit. Il est présenté dans sa posture figée par un beau matin de mai, dans ce beau château, écoutant le récit d'un pèlerin. Il est plus montré comme la figure tutélaire de la chanson que comme son auteur au travail. L'auteur au travail, c'est « je la dirai, je vais vous la dire », moi qui la connais bien. Et puis il commence à parler dans le passé de ce clerc Bertrand à Bar-sur-Aube. Or, c'est ce que nous trouvons dans la chanson où Bertrand de Bar-sur-Aube est présenté en apparence le plus clairement, le plus explicitement comme l'auteur, la chanson que tout le monde lui attribue. Que trouvons-nous dans les deux autres chansons qui le mentionnent? Dans de Nanteuil, oui, une parenthèse quand même, parce que c'est frustrant de ne parler que de ces questions de critique littéraire et de ne pas dire ce que ça raconte. Quel est le rapport de Garin de Monglane et de tout ça? Garin de Monglane avait 4 fils. Ernaud de Bolande, qui est le père d'Emery de Narbonne, et le lendemain Emery prit la ville, Girard de Vienne, Renier de Gênes, c'est-à-dire de Genève, qui est le père d'Olivier et de la Belle-Aude, et Milon. Et alors, dans Girard de Vienne, Emery, donc fils d'Ernaud de Bolande, est allé à la cour de l'empereur et il a entendu l'impératrice se vanter d'avoir humilié Girard de Vienne, quand il est passé à son tour, parce qu'il l'avait dédaigné. Il avait repoussé ses avances et elle l'avait humilié. Du coup, comme c'est une famille où on a le sang chaud, Emery de Narbonne se précipite et va raconter à Vienne et raconte à son oncle Girard que l'impératrice est vantée devant lui de l'avoir humilié, lui Girard. Girard, qui ignorait totalement cette humiliation, en l'apprenant, se révolte avec tout son lignage, les 4 frères, toute la famille contre l'empereur. Alors il y a de longues guerres, c'est l'histoire de la chanson, et pour mettre fin à la guerre, les champions des deux camps s'affrontent en combat singulier. Les champions des deux camps, naturellement, c'est, alors je ne sais pas pourquoi c'est pas Emery, c'est Olivier, autre neveu de Girard, fils de son frère Renier de Gênes, du côté de Girard de Vienne, et Roland, neveu de l'empereur, du côté de Charlemagne. Ils s'affrontent comme chacun sait dans une île du Rhône, et c'est là qu'à la fin, comme ils sont de force égale, ils finissent par faire la paix, et maintenant buvons car l'affaire était chaude. C'est ainsi que Roland épousa la Belle-Aude. Ça, c'est la version de Victor Hugo. Mais, bon. Et alors, c'est évidemment qu'à l'époque, on connaissait déjà la chanson de Roland, on savait comment ça s'est terminé, qu'il n'épousera pas la Belle-Aude, qu'ils mourront tous les deux à Roncevaux, etc. Mais ça n'en était que plus émouvant de remonter aux enfances, comme on disait, aux origines de l'histoire. Alors, j'en reviens, donc tout ça, bon, ce serait Bertrand de Bar-sur-Aube, si c'est Bertrand de Bar-sur-Aube, enfin voilà. J'en reviens aux 2 autres chansons qui le mentionnent. Dont Nanteuil ne le nomme qu'en passant, mais dans 2 vers très significatifs que je citerai pour finir en confrontation de mon hypothèse. Mais l'une des rédactions de Beuve de Anston ou Beuve de Anton, donc soit Beuve comme Sainte-Beuve, soit Beuve, B-U-V-E, ou V-E-S si on met un nominatif d'ailleurs douté dans ce cas, et de Anton ou Anston, H-A-N-S ou pas S-T-O-N. Et donc c'est une chanson un peu plus tardive que Gérard de Vienne, c'est une chanson du début du XIIIe siècle. Il y a, alors, je cite donc
il y a un développement sur Bertrand de Bar-sur-Aube dans une des rédactions, et ce développement varie selon les manuscrits de cette rédaction. Alors, j'aime aussi, ces manuscrits étaient à la Nationale, ou s'ils étaient dans une bibliothèque dont les manuscrits sont numérisés, j'aurais été plus consciencieux, mais là, ils sont respectivement à la bibliothèque Marciana de Venise, à la bibliothèque Vaticane et à la bibliothèque de Carpentras. Vous savez qu'il y a un riche fonds de manuscrits à Carpentras parce que c'était une bibliothèque pontificale. Et ce n'est pas numérisé, je n'avais pas eu le temps d'aller les voir, donc je cite, en m'en excusant, d'après la vieille édition d'Emery de Narbonne de Louis de Maison, qui cite ces passages. Enfin, c'est nul, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Et alors, et je le fais aussi parce qu'il n'y a pas d'édition récente, d'édition critique de Boeuf de Anston. Il y a une édition de la version il y a une rédaction anglo-normande qui est bien intéressante, mais où le passage sur Bertrand de Bar-sur-Aube n'apparaît pas. Donc voici d'abord ce qu'on lit donc, dans le manuscrit de Venise, dans le manuscrit français 14 de la bibliothèque Saint-Marc, la bibliothèque de Marciana. À Bar-sur-Aube, en druetor de nonne, astue Bertrand, qu'estue belle personne, et se porpense de main de gentil prud'homme, tant qu'il y membre le bévon de Anston, de Josiane, qui est en grande essuine, et d'Arondel, industrie et d'Aragon. Enfin, donc à Bar-sur-Aube, juste à l'heure de nonne, vers 3 heures d'après-midi, se trouvait Bertrand, qui était bien de sa personne, et il pense à main noble, personnage de bien, combattant, enfin bon, si bien que, noble héros, si vous voulez, si bien qu'il se souvient de Boeuf de Anston, de Josiane, qui est dans une situation très douloureuse, et d'Arondel, un destrier d'Aragon. Donc il se souvient des 3 personnages principaux. En somme, là, le héros, sa femme, celle qui est l'épouse de la fin, et son cheval. Alors, et résumé, qui est, alors bon, juste le mot, Boeuf de Anston, c'est une histoire extrêmement compliquée, l'histoire de Boeuf de Anston. Boeuf est le fils du comte Guy de Anston en Angleterre et de la fille du roi d'Écosse. Quand il a 10 ans, son père est assassiné par l'empereur Daon d'Allemagne. C'est pourquoi l'autre fait allusion au lignage de Ganelon pour ce méchant Daon-là. Il y a d'autres Daons qui sont gentils. Et il est assassiné par l'empereur Daon à l'instigation de sa mère, enfin, voilà, qui a fait assassiner son mari, enfin, bon, c'est débarrassé de lui, et sa mère l'a vendu, lui, Boeuf, à des marchands sarrasins, qu'il emmène en Égypte, qu'il présente au roi d'Égypte qui s'appelle Hermine. Il refuse l'amour de sa fille Josiane. Il est calomnié par des envieux. On le livre à son ennemi Bradmont qui le jette dans un cul de basse-fosse où il reste 7 ans. Entre-temps, Josiane est donnée en mariage à Ivory de Montbran, mais comme elle est amoureuse de lui, elle arrive à garder sa virginité. Enfin, lui, Boeuf, elle arrive à garder sa virginité grâce à une ceinture enchantée. Boeuf s'évade, il tue Bradmont, il enlève Josiane, il est vainqueur du géant Escopar, qu'il convertit au christianisme. Tous les 3 prennent la mer, arrivent par la mer à Cologne, où l'oncle de Boeuf est évêque, et baptise les 2 sarrasins, le géant Escopar et Josiane. Ils restent tous les 2 à Cologne, pendant que Boeuf part pour l'Angleterre afin de venger son père. Mais pendant qu'il n'est pas là, le comte Milon épouse Josiane de force, et quand il veut entrer dans le lit conjugal, elle lui brise le cou en l'étranglant avec sa ceinture. Et elle est condamnée au bûcher, mais Boeuf revient juste à temps. Il repart avec une armée pour l'Angleterre, il combat Daon, il le fait périr en le jetant dans du plomb bouillant, sa mère se tue en le jetant du haut d'une tour, et d'abord, il est bien reçu à la cour d'Angleterre, mais il doit s'exiler parce que son cheval Arondel a tué
le fils d'un coup de sabot, le fils du roi qui voulait s'en emparer, etc. Enfin, il se passe encore beaucoup de choses. Et Josiane est séparée de Beuve pendant 7 ans encore, et elle ne le retrouve qu'après avoir erré longuement déguisé en jongleur, le thème qu'on retrouvera dans Aucassin et Nicolette. Et puis suivent d'autres aventures, et finalement, Beuve revient mourir le même jour que Josiane et que le cheval à rondelle. Voilà. Et tout ça, c'est raconté en moins de 4000 vers. C'est moins long que la chanson de Roland. Donc c'est un récit qui vraiment court la poste. Et ce qui est le signe, enfin bon, je ne connais pas assez, mais sans doute, d'une chanson popularisante, si je puis dire. Cette façon d'accumuler les épisodes très brièvement. Enfin bref. Je reviens donc à mon histoire, à mon manuscrit de Venise, à Bar-sur-Aude, à leur rendre ordonnance, à ce Bertrand, qu'à cette belle personne, etc. On induit de ces quelques vers, naturellement, que Bertrand est l'auteur de la chanson de Beuve de Hanston. Alors qu'il pense à toutes sortes de héros, le personnage de Beuve de Hanston et les autres figures de son histoire lui viennent à l'esprit. On le croit parce que c'est la version la plus brève. Le manuscrit, un manuscrit de Rome, donc, Vaticana Regensis 1632, dit à peu près la même chose, mais développe un peu davantage. À Bar-sur-Aube, dessus une colombe, saucisse Bertrand de sans un pain en l'ombre, si comme la geste le devise et raconte. Un coutelletin dont parouait une pomme. Lors on y remembre de Beuvon de Hanston et de sa mie, Josiane la blonde, et d'Oudestrie à Rondelle d'Aragon. Là, résumé, enfin un peu bricolé de l'histoire ou d'une partie de l'histoire, vilain jouglière, ne vous en sait répondre, un jongleur minable, ne sait pas vous la raconter. Donc à Bar-sur-Aube, sur une colonne, s'était assis Bertrand, sous un pin, à l'ombre, c'est ainsi que la geste le raconte. Il tenait un couteau avec lequel il paraît, il épluchait une pomme. Et il se souvient, à ce moment-là, de Beuve d'Hanston et de son amie Josiane la blonde et du destrier à rondelle d'Aragon, etc. Bon. Alors, d'une certaine façon, c'est la même chose. Mais par rapport au manuscrit de Venise, vous voyez qu'il y a une évolution et une différence qui ne tiennent pas seulement à l'allongement. Bertrand est en train de devenir un personnage. Enfin, est en train, je ne sais pas lequel est le plus ancien, je présente ça comme ça, mais c'est un pur artifice diégétique, si je puis dire. Bertrand devient ici, ou est en train de devenir, par rapport à ce qu'on verra ensuite, un personnage de la chanson. Plus l'auteur. C'est un personnage de la chanson. C'est à son propos, et non à celui de la chanson de geste et d'histoire qu'elle relate, qu'apparaît le vers formulaire « si comme la geste le devise et raconte ». C'est un vers fréquent, qu'on trouve avec des variantes très souvent dans les chansons de geste. On se réfère à la source. Ce que je vous raconte, dit le jongleur, dit l'auteur, est vrai parce que c'est comme ça que la geste le raconte. Mais là, ce vers est utilisé pour décrire celui qu'on pensait être l'auteur du poème. Là encore, il prend la pose dans une posture noble, sous un pin, comme Charlemagne, au début de la chanson de Roland. Il y avait eu un bel article autrefois d'Alice Planche qui s'appelait « Le pain est-il plus beau que le chêne ?» sur la noblesse du pain dans les chansons de geste. Il est assis sur une colonne, vestige de l'Antiquité, symbole de la tradition. Il est, on dirait une fresque de Puvis de Chavannes. Il est là sous son pain et assis sur une colonne. Et il pèle une pomme avec un couteau. Alors, c'est une opération qui nous paraît triviale, mais qui avait probablement une signification particulière. Et d'ailleurs,
il y aurait probablement, enfin bon, je suis maintenant, dans ma jeunesse, ça m'amusait d'entendre Jacques Le Goff, pour qui j'ai toujours tant d'admiration et tant d'affection, dire comme ça, en rallumant pour la 20e fois sa pipe, à l'époque ça se faisait dans son séminaire, il y aurait une recherche à faire, il y aurait une enquête à faire, c'était vous doutez le sujet. Personne ne faisait jamais la recherche. Et bien là, il y aura une toute petite enquête à mettre sur la pomme, ou topeler la pomme, etc. Pour dénoncer l'arrogance et l'orgueil de Roland, mais alors, ce n'est pas, enfin, je l'ai pas retrouvé, là encore, je suis vraiment nul. Je pourrais presque réciter le passage, je ne l'ai pas retrouvé en recherchant. Ganelon rappelle à Charlemagne, c'est dans le même passage où il parle de cette mystérieuse aventure de nobles ou de Naples, que Roland aurait, cette ville, que Roland aurait conquise sans l'autorisation de Charlemagne, et ensuite il lave les prés à grande eau pour faire disparaître le sang de la bataille qu'on ne voit pas. Et alors, donc, ce que Ganelon le donne comme exemple de l'orgueil, de l'insolence, de la désobéissance de Roland à l'égard de Charlemagne. Et il dit, et faire vous rappeler, il s'est présenté devant vous en tenant une pomme, et il vous a dit, sire, je vous offre le monde. Alors, donc cela, effectivement, de tenir le monde rond dans sa main, ce geste divin, christique ou impérial, et de l'offrir. Bon. Et dans les Acta Pilati, donc les actes de Pilate, un des textes apocryphes, pas parmi les actes des apôtres apocryphes, qui sont, vous le savez, extrêmement nombreux, eh bien, ce texte dit qu'Hérode s'est suicidé avec le couteau avec lequel il venait de peler une pomme. Et c'est un détail que j'ai retrouvé là, il y a des décennies, quand je faisais ma thèse, sur des sermons en langue vulgaire, dans un sermon français qui n'était pas particulièrement évolué d'autre part. Il y avait cette histoire d'Hérode qui se suicide avec le couteau dont il venait de peler une pomme. Peler une pomme, c'est se confronter au monde entier, qui est rond comme une pomme, hein, et c'est maîtriser ce monde, le comprendre, l'élucider en pelant la pomme et en trouvant ce qui est, en découvrant ce qui est comestible, ce dont on peut faire son profit, son monde rond. C'est du moins ainsi que j'improvise une interprétation qui probablement ne vaut rien, mais enfin bon. En tout cas, l'histoire de Ganelon qui dit Roland est arrivé en temps bombe, je ne l'invente pas, et l'histoire de cette fin d'Hérode non plus. Or, Hérode est un orgueilleux, hein, puisqu'il a méprisé le Christ. Il peut y avoir une confusion. Hérode, enfin pas Hérode le Grand, mais son successeur, celui que Pilate lui envoie, celui à qui Pilate envoie le Christ, et Hérode l'interroge, le Christ refuse de répondre, et Hérode se moque de lui et le renvoie à Pilate. Voilà. Donc, celui qui a cru qu'on pouvait se moquer du sauveur du monde, de Dieu fait homme, meurt la pire des morts, celle de Judas, la mort du désespéré, après cet ultime geste d'orgueil, si on l'interprète de cette façon. Alors là, bon, je suis bien loin de Bertrand de Marceau, mais enfin, on présente dans cette belle posture, et ce geste de peler une pomme avec le couteau qui visiblement n'est pas seulement quelque chose qu'on fait au dessert ou comme ça pour se lever, qui a un sens. Et alors, donc, Bertrand de Bar-sur-Aube est toujours présenté comme l'auteur de la chanson
il se souvient de Beuve de Hanston et des autres personnages dont les misérables jongleurs ne savent rien qui vaille, mais il prend une dimension et un prestige qui le font entrer dans l'histoire comme s'il était à la fois l'auteur et le personnage, l'auteur et un personnage de l'histoire. Et enfin, le manuscrit, un troisième manuscrit, un manuscrit donc, qui est à Carpentras, qui est un manuscrit assez ancien, enfin, manuscrit du XIIIe siècle. Vous savez, il y a toujours un décalage entre la date de composition de l'œuvre et celle du manuscrit. Donc, pour une chanson donc, du XIIIe siècle, un manuscrit qui est encore du XIIIe siècle, est relativement ancien. C'est un manuscrit du XIIIe siècle, mais il connaît au moins le nom de Don de Mayence, dont la chanson de geste éponyme, telle que nous la connaissons, il pouvait y avoir d'autres versions avant, est de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Mais il est vrai, enfin, ça, je fais le malin, mais ça ne veut rien dire, parce que c'est une chanson qui est composée de deux parties assez différentes, et l'une des parties peut être plus ancienne que l'autre, donc on ne sait pas trop. Enfin bref, ce manuscrit de Carpentras offre une version longue, différente des deux versions que nous avons vues jusqu'ici, et qui fait de Bertrand de Bar-sur-Aube un personnage à part entière de l'univers épique. Signor baron, or entendez la somme, comme est écrite en la cité de Roum, à Bar-sur-Aube, de sur une colombe, ceci Bertrand, de sous un pin en l'ombre, c'est un jouglaire, qui dame Dieu bien donne. Si le nourrit l'idus gis de Hanston, tant l'y donna que... Enfin bon, je reprends, je traduis. Non, donc, Seigneur Baron entendait donc l'essentiel de l'histoire, ainsi qu'elle est écrite dans la cité de Rome. À Bar-sur-Aube, sur une colonne, s'assit Bertrand sous un pin à l'ombre, donc là c'est la même chose que dans le manuscrit de la Vaticane. C'est un jongleur que le Seigneur Dieu le bénisse, lui fasse du bien. Le duc Guy de Anton l'a élevé, il l'a tellement comblé de biens que c'était un homme puissant, que ce jongleur était devenu un homme puissant et riche, dont de Mayence l'avait honteusement chassé. Il s'en vint à Bar servir un grand homme. Il pense et à des ducs et à des comtes, si bien qu'il se souvient de Beuve de Anton, et il se souvient qu'il fut chassé de son pays honteusement. Et il se souvient de sa amie Josiane la Blonde et de Robert, j'oublie la majuscule, à la barbe abondante. C'était le maître de Beuve de Anton. En nulle terre, on a connu plus prud'homme. Bertrand jure par tout ce que Dieu a pu créer qu'il chercherait à travers tout le monde, qu'il parcourrait le monde entier jusqu'à ce qu'il trouve Monseigneur Beuve de Anton dans ses dominos. Cette fois, la vie de Bertrand se mêle à celle des héros de chansons de geste. Il a été élevé par le duc Guy de Anton, qui s'est fait son mécène. Et il a été victime de Don de Mayence. Autrement dit, il a partagé le destin des personnages de la chanson de Beuve de Anton. Guy de Anton, nous l'avons vu, est le père de Beuve, et Bertrand de Bar-sur-Aube devient ainsi le fidèle jongleur et le protégé du père de Beuve, en même temps que le sauveur de Beuve, puisqu'il va le chercher à travers le monde, de sorte qu'on a un schéma qu'on trouve dans d'autres chansons de geste, et en particulier dans la chanson de geste occitane de Dorel et Beton, mais
avec cette particularité que ailleurs, Bertrand de Bar-sur-Aube est l'auteur de la chanson, il n'est pas un personnage. Le vieux Guy de Anton dans la chanson, je vous l'ai dit, est tué traîtreusement par l'empereur Dohon d'Allemagne, qui devient ici Dohon de Mayence, qui est le héros de la chanson de geste éponyme, d'une chanson de geste éponyme et qui n'a rien à voir avec l'empereur Dohon d'Allemagne. Et la chanson de Dohon de Mayence, qui connaît Beuve de Hanston, met elle-même en garde contre cette confusion. Dohon de Mayence, c'est une longue chanson, presque 12 000 vers, 12 000 alexandrins, on laisse assonancer, relate d'abord la jeunesse de Dohon de Mayence, qui a été victime avec ses deux frères du sénéchal qui poursuit leur mère de ses avances. C'est toujours, il y a un peu la même histoire, mais alors comme Dohon, c'est une fois le méchant, une fois le gentil, on s'y perd. Mais alors là, c'est un peu la faute du père qui s'est... Le père s'est retiré dans un ermitage et a confié sa femme et son royaume au sénéchal, et naturellement, le sénéchal veut la femme et le royaume. Et la deuxième partie relate ses démêlés avec Charlemagne. Et en réalité, ils sont trois frères. Il y en a un, donc ils sont abandonnés, enfin comme ça, mis en danger. Il y en a un qui meurt tout de suite. Les deux autres abandonnés dans un bateau d'une rivière, enfin je ne me rappelle plus les détails. Ils grandissent, mais il y en a un qui meurt jeune, et puis Dohon de Mayence accomplit son destin, et bon, il a des démêlés avec Charlemagne. Et la chanson précise elle-même qu'il ne faut pas confondre ce Dohon avec le méchant Dohon de Beuve de Hanston. Donc, bon, enfin, je reviens à cette laisse qui fait de Bar-sur-Aube, qui fait vivre Bar-sur-Aube à l'époque de l'histoire, il en fait un personnage de l'histoire. Et enfin, Bertrand de Bar-sur-Aube, qui n'est plus guère de Bar-sur-Aube, qui semble être là par hasard, fait le serment non pas de chanter les exploits de Beuve de Hanston, mais de partir à sa recherche et de courir le monde jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Et trouver au dernier vers, qu'il ne trouvaste dans ce Beuvon de Hanston, trouver au dernier vers du passage que j'ai cité, ne signifie pas composer un poème, mais trouver au sens moderne et habituel du terme, trouver ce qu'on a perdu et ce qu'on cherche. Bertrand de Bar-sur-Aube ne trouve pas de Beuve de Hanston, ne compose pas sur Beuve de Hanston, il va chercher Beuve de Hanston et il le trouve. Quant à la chanson, enfin, il le trouve. On annonce au début qu'il va le chercher et le trouver. Mais ensuite, naturellement, ce qu'on relit, c'est la chanson de geste de Beuve de Hanston, de sorte que, tout de même, Bertrand est implicitement réintégré dans sa fonction d'auteur, puisque il n'est plus là. Et quant à la chanson dont le jongleur Bertrand est devenu un personnage à part entière, là, ce n'est plus un noble clerc, comme dans Gérard de Vienne, c'est un jongleur, hein, c'est un jongleur qui Dame Dieuse bien donne. Cette chanson, il ne l'a pas composée à Bar-sur-Aube, qui est le lieu d'où, à l'intérieur du récit, il se propose de partir pour courir le monde à la recherche de Beuve de Hanston. En tout cas, c'est à Rome qu'elle est conservée par écrit. Il n'y a pas de lien entre la composition de la chanson et Bertrand de Bar-sur-Aube. La chanson est conservée à Rome, lieu prestigieux, ville sainte, garantissant son authenticité. Écoutez la chanson telle qu'elle est écrite à Rome, et dans cette chanson, il y a un jongleur qui s'appelle Bertrand de Bar, et qui, à Bar-sur-Aube, se dit « Tiens, je vais aller chercher ». Et alors, le raccord est mal fait, parce qu'il a été élevé par le Duguy de Hanston, qui a fait sa fortune. Il a été victime de ce Dohon
en même temps que Beuve de Anton, chassé honteusement comme Beuve a été chassé honteusement, et dans ces conditions, sa première idée devrait être d'aller chercher Beuve de Anton, à supposer qu'il en ait été séparé, et non pas un jour, assis sur une colonne à Bar-sur-Aube, de penser à différents personnages et se dire, tiens, mais au fait, Beuve de Anton, si j'allais le chercher. Là, on voit que le raccord n'est pas très bon. Donc, le manuscrit de Carpentras voit en Bertrand de Bar-sur-Aube une sorte de garant, une référence littéraire glorieuse interne au récit, un tradiégétique, si on veut faire savant. La vérité définitive et indiscutable de l'histoire, la somme, comme on dit, c'est la somme, la vérité définitive et indiscutable de l'histoire écrite dans la ville sainte de Rome, c'est que Bertrand de Bar-sur-Aube était un fidèle jongleur du vieux duc ou comte Guy, le père de Beuve, qu'il était solidaire des vicissitudes de la famille, qu'il était en butte à l'hostilité du même ennemi et qu'il a juré de courir le monde à la recherche de Beuve. S'il a un rôle dans la composition de la chanson, si on veut lui garder un rôle dans la composition de la chanson, c'est celui de témoin originel, repoussé dans le passé où les événements se sont déroulés. Une sorte de d'Arès le Phrygien tel qu'il est vu par Benoît de Sainte-Maure. Vous savez, j'ai dit Benoît de Sainte-Maure au début du roman de Troie, qui écrit 150 vers ou plus pour expliquer dans quelles conditions il a écrit son roman, quelle source il a utilisée, comment cette source a été retrouvée, comment il l'a bien traduite, etc. Et il dit, cette source sur la guerre de Troie, ce n'est pas Homère qui vit après, je vous avais raconté, qui vit après les événements, c'est Darès le Phrygien. Et Darès le Phrygien est en même temps à l'intérieur de l'histoire de la guerre de Troie, puisque c'était un combattant troyen qui se battait et qui tous les soirs écrivait le récit de la journée de combat. Enfin, selon, selon Benoît de Sainte-Maure. Donc Bertrand de Bar-sur-Aube n'est plus, si je puis dire, qu'une référence littéraire glorieuse. Et c'est une référence littéraire glorieuse, c'est aussi à ce titre qu'il est mentionné dans la chanson de Don de Nanteuil, qui, elle, est ancienne, qui remonte sans doute à la fin du XIIe siècle. Don de Nanteuil fait, alors ça fait un troisième don, fait l'éloge d'un jongleur. Alors, Don de Nanteuil est une chanson de geste qui est perdue et que nous ne connaissons qu'à travers Claude Fauchet, vous savez, le président Fauchet au XVIe siècle, qui s'est intéressé à la littérature du Moyen-Âge, qui en a copié des extraits, et il en a copié près de 250 vers. Mais nous ne connaissons de cette chanson que c'est un peu moins de 250 vers copiés par Fauchet. Et alors, mais enfin, on arrive à reconstituer que cette chanson racontait comment Don de Nanteuil se soulevait contre l'empereur avec l'aide de Girard de Roussillon, donc c'est ce qu'on appelle le cycle des barons révoltés, hein, et ce poème était la chanson mère, si l'on peut dire, de la geste de Nanteuil, qui comprend un certain nombre de chansons qui deviennent de plus en plus romanesques, on peut dire, Aïd d'Avignon, Guy de Nanteuil, Paris la Duchesse, Tristan de Nanteuil, un cycle. Enfin bref. Mais bon, ça ne nous intéresse que modérément ici. Donc, par chance, dans le passage copié par le président Fauchet, eh bien, on trouve ces deux vers où on voit que la chanson de Don de Nanteuil fait l'éloge d'un jongleur en le comparant à Bertrand de Bar-sur-Aube. Bertrand de Bar-sur-Aube est devenu le parangon des bons jongleurs. Certes, plus ça a pris en un seul an passé
qu'ont que Bertrand de Bar ne sut en son aé. Certes, ce jongleur a appris, il s'agit d'apprendre par cœur, de se constituer un répertoire, il a plus appris en une seule année que Bertrand de Bar n'a su en toute sa vie. Donc ici, la gloire du jongleur Bertrand de Bar-sur-Aube n'est pas d'être à l'origine de la chanson, tellement à l'origine de la chanson de geste qu'il finit par y pénétrer, comme dans le manuscrit de Carpentras de Boeuf de Anton. La gloire du jongleur Bertrand de Bar est de connaître beaucoup de chansons de geste. Elle n'est plus d'être la mémoire des gesta, hein, elle est d'avoir la mémoire des gesta. Et on mesure ainsi. C'est quand on prend tous ces passages et toutes ces circonstances dans lesquelles Bertrand de Bar-sur-Aube est nommé, avec les variantes, on mesure ainsi combien il est difficile et combien il est peut-être vain de déterminer, dans le cas des chansons de geste, qui désigne le nom du poète, ou si le nom est le nom du poète, ou quel est le nom du poète. Bertrand de Bar-sur-Aube, à n'en pas douter, on ne peut guère douter qu'il soit l'auteur de Girard de Vienne. La laisse de la chanson de 4 est tout de même claire, et il y est présenté comme un clerc, en façon de jeu de mots, et pas comme un jongleur. Il est présenté comme quelqu'un qui a la capacité de composer, même d'écrire une chanson. Mais même dans cette chanson, le parallèle des laisses le fait entrer en résonance avec le récit lui-même. Parallèle des deux assonances en i masculine et féminine, parallèle surtout des deux débuts printaniers, l'un pour présenter Bertrand, l'autre pour présenter le personnage dont il va parler, dont il parle si c'est lui l'auteur. Mais non, et alors on voit que c'est probablement l'auteur, mais si c'est l'auteur, il se nomme de façon à brouiller sa posture d'auteur, ou à se glorifier de sa posture d'auteur en se rapprochant le plus possible des personnages de sa chanson. Se montrer, s'il est l'auteur, se montrer comme auteur, c'est se montrer sur le même plan que les personnages dont il va parler. Et ailleurs, son nom est supposé signaler le summum de l'excellence jongleresque, et il se trouve par là même dans la posture ambiguë du jongleur qui revendique la chanson sans la revendiquer totalement, dont la gloire est à la fois de l'avoir entendue et bien retenue, d'en avoir trouvé la source la plus sûre, de bien la chanter, mais quand même de se l'attribuer. C'est cette ambiguïté dont j'ai déjà parlé, nous reviendrons peut-être l'an prochain, de ce jeu lyrique, enfin au sens strict, du jeu d'une chanson. Et donc le nom de Bertrand de Bar-sur-Aube est supposé signaler le summum de l'excellence jongleresque, cet enjongleur qu'on le peint de la façon et dans la pose la plus flatteuse. On croit le rehausser en le présentant comme jongleur, on croit souligner sa marque sur une chanson de geste en l'y faisant pénétrer, en supposant qu'il a fréquenté les personnages de la chanson et donc implicitement qu'il est l'origine fiable du récit. Et ailleurs,
on le loue non d'avoir composé, mais d'avoir retenu. On ne distingue pas les deux chansons ni les deux mérites. Leclerc, auteur de Girard de Vienne, qui, déjà lui-même mis en parallèle avec son personnage, devient un jongleur au répertoire légendaire, qui connaît beaucoup de chansons, qui se souvient des aventures de Beuve de Anton, qui s'en souvient si bien qu'il les a partagées. Dans l'univers des chansons de geste, c'est un aussi grand mérite de se souvenir et de réciter que de composer. Et le summum du poète, le summum d'être l'auteur de quelque chose, c'est d'être à l'intérieur de ce qu'on raconte. Le vrai auteur, qui est le nom du poète, c'est pas Homère, c'est Ulysse, d'une certaine façon. Où on atteint à la perfection du poème quand Homère est Ulysse. Mais c'est un aussi grand mérite de se souvenir et de réciter que de composer. Il ne faut pas s'en étonner. Nous ne sommes pas ici dans le monde de Saint Bonaventure, dans ce monde de l'écrit, dans ce monde latin, là, où l'on part d'une culture apprise et où on part de ce qu'on a copié et où l'on progresse en ajoutant à ce qu'on a copié et où l'auteur individuel, en somme, progresse en ajoutant de plus en plus à ce qu'il copie jusqu'au moment où la balance pèse de l'autre côté et où il en ajoute un petit peu plus que ce qui n'est pas de lui, où la partie qui est de lui est un petit peu plus importante que ce qui n'est pas de lui, et à ce moment-là, il mérite le terme d'auteur, nous l'avions vu au début de ce cours. Voilà. Cela, c'est la conception de Saint Bonaventure, et c'est la conception d'un homme de l'écrit qui vit entièrement dans le monde de l'écrit. Mais là, nous sommes, avec ces chansons de geste, nous sommes dans un univers poétique dont les valeurs, sinon exactement la pratique, sont celles de la poésie orale. La pratique n'est pas celle de la poésie orale, sinon nous ne les connaîtrions pas, ces chansons de geste. Ces chansons de geste ont été copiées, j'ai dit et répété qu'elles sont copiées, mais en conservant la fiction de l'oralité, avec ses débuts où on dit « je vais vous chanter une bonne chanson », avec ses allusions à une interprétation orale. Donc la pratique est une pratique écrite, mais les valeurs poétiques sont des valeurs de l'oralité, puisqu'on cherche à les conserver artificiellement dans le texte écrit, puisque la qualité de la chanson est dépend de celle du jongleur qui l'a bien retenue et qui sait bien la chanter. Et dans cet univers, le nom du poète, c'est le nom d'une mémoire. Nous avons vu déjà, et nous verrons, parce que je continuerai l'an prochain, bon, ce sera peut-être un peu laborieux, mais enfin bon, sur le même thème, parce que là, nos exemples étaient quand même trop rares. Alors bon, tout l'an prochain, ça en fera peut-être trop, mais enfin bon, on tombe jamais bien. Et nous verrons, nous avons vu et nous verrons d'autres exemples où la situation est différente, où le nom du poète représente autre chose et est utilisé autrement. Mais dans le cas, j'ai commencé par le début tout à l'heure en parlant des chansons de geste, dans le monde des chansons de geste, le nom du poète, c'est le nom d'une mémoire. Et c'est pourquoi la discussion sur le nom de Thorold, qui semble passionnante quand on se concentre
sur le Roland d'Oxford ou sur la chanson de Roland seul, paraît une discussion qui n'a pas grand sens si l'on voit, comme j'ai essayé de vous montrer, comme j'ai essayé de le faire, si l'on regarde d'autres circonstances dans lesquelles un nom est donné dans la chanson de geste. C'est le nom du poète, mais qu'est-ce qu'ils appellent le nom du poète? Quel est le nom du poète? Ça renvoie à cette mémoire et non pas à ce que nous mettrions, nous, exactement derrière le nom du poète. Donc, pour la partie parisienne, le cours s'arrête ici. Je remercie mes auditeurs de leur patience et de leur fidélité. Et l'an prochain, nous continuerons à nous interroger, à nous demander quel est le nom du poète, après quoi nous passerons à autre chose pour mes vraiment vieux jours. Je vous remercie.